Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Amit Kane, docteur en économie, Jean-Claude Moulinda, journaliste, Alfred Chango, éditorialiste d'Africa 24, pardonnez-moi. Alors, juste avant la pause, nous parlions de la situation au Cameroun. Quand même un point, Alfred, vous avez évoqué, et d'ailleurs vous trois, la nécessité pour le Nigeria de s'impliquer dans ce qu'il se passe au Cameroun avec ses velléités indépendantistes. Comment le Nigeria peut s'impliquer quand lui-même a un petit peu les mêmes problématiques? Alors voilà, on a eu le Biafra il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, il y a quand même le nord musulman, le sud chrétien, donc là, c'est presque une situation à l'identique, et vous faites bien de rappeler le Biafra et le sécessionnisme biafrais. Et que donc là, effectivement, d'autant que cette partie aussi du nord du Cameroun, il fut une époque où elle appartenait au Nigeria, et que donc, avant de revenir à l'escarcelle, dans l'escarcelle française, et puis donc après de permettre cette unification du Cameroun. Donc le Nigeria peut s'impliquer, comme c'est l'un des voisins le plus puissant justement au nord et ouest du Cameroun, et qui partage justement des populations d'ailleurs de ce nord-là entre les deux. Déjà, au point de vue militaire, contrôle de la frontière pour éviter que justement ces sécessionnistes puissent traverser la frontière, s'y réfugier, mais surtout revenir sur la question de la nécessité du dialogue et de la discussion. Parce qu'une partie de ces élites intellectuelles du Cameroun sont quand même aussi proches donc, du Nigeria. Et donc il est possible effectivement que les deux pays puissent dialoguer. Le Nigeria a accepté, malgré tout, au bout du compte, après l'intervention du Cameroun au nord, justement, contre Boko Haram, alors qu'il avait été très réticent, refusait constamment d'intervenir, jusqu'au moment où le Nigeria a compris que sans l'apport, l'intervention militaire du Cameroun dans le nord, pour stabiliser cette frontière-là, éviter que le Boko Haram ne traverse la frontière, la paix ne reviendrait pas dans ce nord-là. Et dès le moment où ils ont accepté cela, les choses sont en train d'être stabilisées dans le nord du Nigeria et donc dans la frontière des deux. Je pense de la même façon, ça peut être un retour d'ascenseur pour dire il ne faut pas qu'on aille à l'affrontement militaire parce que ça n'apporte strictement rien à personne, ça accroît encore les souffrances, la déstabilisation, etc. Mais on peut se retrouver autour de la table. Si au Cameroun c'est plus compliqué, mais venez à Lagos, venez à Abuja, on va se retrouver autour de la table pour trouver une solution négociée, raisonnable et juste pour tout le monde, pour la stabilité de la région. De toute façon, le Nigeria a intérêt effectivement que le Cameroun ne soit pas déstabilisé justement dans cette frontière-là. Pour ne pas nourrir aussi les velléités sur son propre territoire. On continue de débattre de l'actualité africaine, tout de suite le grand angle. Dotée d'une capacité de production maximale de 33 MW, la centrale solaire de Zaktouli au sud-ouest de Ouagadougou est la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest. Son inauguration est intervenue ce mercredi. La centrale pourrait à terme produire l'équivalent de 5% des besoins énergétiques du Burkina Faso qui souffre, vous le savez, d'un déficit important d'électricité. Deogracias Podo nous dit tout de cette centrale et de ses enjeux. 2020, le Burkina Faso compte injecter une centaine de mégawatts d'énergie solaire dans son réseau électrique, soit la moitié des 200 mégawatts qu'il produit actuellement. C'est en ce sens que la centrale de Zaktouli au sud-ouest de Ouagadougou a été inaugurée ce 29 novembre 2017. L'infrastructure dotée d'une capacité de 33 mégawatts est composée de 129 600 panneaux solaires étalés sur une superficie totale de 55 hectares et permettra de répondre au mieux à la demande énergétique sans cesse croissante du pays. Nous importons de l'énergie à partir de la Côte d'Ivoire et à un moment, il y avait des difficultés d'approvisionnement. C'est ainsi qu'on a décidé avec les bailleurs de fonds de doter la Société nationale d'électricité d'une source d'énergie à partir des panneaux solaires photovoltaïques afin de répondre aux besoins de la population qui s'accroissent de 13% chaque année.
La centrale de Zaktouli devrait produire jusqu'à 55 gigawatts-heure d'énergie électrique chaque année, ce qui représente environ 5% de la production au plan national. Les ambitions des autorités burkinabè en matière d'énergie sont importantes. Il s'agira notamment de développer le photovoltaïque pour que 30% de la consommation électrique nationale soit tirée de l'énergie solaire à l'horizon 2025-2030 et de construire au moins 5 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance cumulée de 80 MW crête dans les 10 prochaines années. Je voudrais annoncer le lancement du plan solaire dénommé Yelen, qui signifie lumière, qui va permettre d'installer courant et de démarrer courant 2018 une autre centrale solaire de 40 MW à Ouagadougou, 10 MW au total dans 3 villes moyennes et 700 nouveaux villages à électrifier. Avec 5,5 kWh au mètre carré et par jour, le Burkina Faso dispose d'un important potentiel solaire. Des projets, à l'image de celui de Zaktouli, sont en cours d'étude ou de réalisation dans d'autres localités du pays. Il s'agit par exemple de la centrale de 20 MW à Koudougou, dans la région du centre-ouest, et de celle de 10 MW à Kaya, dans le centre-nord. Amidine Kane, on rappelle que le Burkina Faso importe encore 30% de son électricité de la Côte d'Ivoire. Pour l'avenir énergétique de ce pays, cette centrale, c'est un pas important vers l'indépendance. Absolument, c'est un pas très important. Et puis moi, j'encourage les autorités burkinabées à aller de l'avant parce que bon, c'est un pays sahélien. Donc toute cette partie de l'Afrique, ça veut dire d'ailleurs c'est tout le continent africain qui a un ensoleillement important. Donc je pense que le Burkina Faso est dans une bonne démarche. Il faudra qu'elle continue parce que bon, je ne sais pas si vous avez été au Burkina, mais pendant l'été, il y a des coupures intempestives au Burkina Faso. Et puis donc généralement ça handicape les industries burkinabées. Et le fait qu'il y ait justement ces centrales photovoltaïques qui sont déjà en construction et puis dans l'avenir, il y en aura beaucoup plus, ça va entraîner un développement beaucoup plus important au Burkina Faso. Donc même les petits entrepreneurs pourront justement avoir des idées beaucoup plus florissantes pour le développement de leurs activités. Et par exemple, dans les marchés, généralement, quand on va au Burkina Faso, on voit que dans les marchés, ils sont éclairés par des lampes. Donc ça va, je crois que ça va disparaître. Et puis le fait que le Burkina Faso, qui est peu doté de minerais et puis d'énergie fossile. Donc je crois que quand même la démarche, la programmation ou bien la planification du développement au Burkina Faso suit un bon rythme. Et puis je crois que les autorités ont conscience quand même que sans l'énergie, sans l'électricité, le développement se fera difficilement. Jean-Claude Moulinda-Bi, il y a urgence là pour le Burkina Faso quand on sait que 3% de la population rurale seul 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Donc là, ce genre d'initiative, c'est à saluer. Oui. Et puis aussi, si on regarde le Burkina Faso dans son ensemble, c'est qu'il n'y a que 19% de la population qui bénéficie d'électricité. C'est vraiment un chiffre encore trop bas. Et ce qui est intéressant, ce qui est louable justement dans ce projet, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une nouvelle ère où les énergies, on est en train de laisser tomber les énergies classiques pour vraiment entrer dans une ère où on va développer, faire de grands projets en ce qui concerne les énergies renouvelables. C'est ce que font les autorités burkinabées et justement c'est un projet, il y a de l'ambition et c'est à juste titre parce que dans le monde entier, c'est ce qui se dit pour qu'on puisse vraiment avoir l'écologie qui soit... qu'on puisse justement entrer dans une ère où l'écologie est bien préservée. Voilà, je pense que c'est une bonne chose par rapport justement aux énergies auxquelles on devrait recourir à l'heure actuelle. Comment se fait-il, Alfred, que
des pays comme le Burkina Faso ont mis autant de temps avant de prendre ce virage vers les énergies renouvelables, quand on sait que le Maroc s'est lancé depuis de nombreuses années maintenant, et au Maroc, par exemple, un quart de l'électricité provient déjà des énergies renouvelables? Alors, je dirais d'abord le Maroc est en avance par rapport à beaucoup de pays africains avec le parc Nour. Donc, ils ont anticipé cela, ont compris finalement que ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'énergie hydraulique. Donc, le soleil, qui est une énergie gratuite, donnée par la nature, il faut l'exploiter. Ils ont anticipé. Le Burkina Faso emboîte le pas, le Sénégal et d'autres le font. C'est très bien, comme ça, au moins, Rochemar Christian Caboret n'aura pas à réparer la climatisation. Encore, là, il a donné un coup de pouce avec cette centrale solaire-là. Qui a été inaugurée avec le président français Emmanuel Macron. Absolument, oui. Tous les deux. Donc, ce qui est très intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que on ne se rend pas vraiment compte de l'impact du manque d'électricité en Afrique. En termes de développement, c'est-à-dire que sans l'énergie électrique, il n'y a pas de développement. Les industries, les entreprises ne peuvent pas fonctionner sans justement l'électricité. Le virage photovoltaïque arrive à point nommé là pour le Burkina Faso. Il faut amplifier le mouvement, ce qui va permettre effectivement, comme ça a été dit, de pouvoir apporter déjà cette lumière, de permettre aussi aux ménages qui auront accès à cela d'éviter justement la déforestation, donc protection de l'environnement, et en même temps, ça permettrait de construire, de bâtir autrement. Je crois que ça, c'est l'autre aspect de la chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est pas dans une case qu'on va mettre des fils électriques, sinon un court-circuit est tout de suite. Donc il faut penser aussi là à la construction. Donc il y a des effets induits justement de cette électrification-là. Et je crois que là, le bon virage est pris. Malheureusement, un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est ça le problème de nos dirigeants africains. On parlait tout à l'heure de Paul Biya, ça fait 37 ans qu'il est au pouvoir. Mais à un certain moment, il faut se dire, mais pendant 37 ans, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Et qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour mon pays? Qu'est-ce que je ne peux plus ne pas faire pour mon pays? Et Blaise Compaoré, qui est resté trop longtemps au pouvoir, aurait dû déjà se soucier de ce problème-là de l'électricité au Burkina Faso et des délestages, comme Khan le rappelait tout à l'heure. Ce qui n'a pas été fait durant ce temps-là. Maintenant, Rochemar Christian Caboret arrive, il prend mais vraiment le bon virage, et il faut aller jusqu'au bout pour permettre justement à ce pays des hommes intègres, justement, d'éprouver cette intégrité, parce que c'est pas toujours l'intégrité qui est au cœur, n'est-ce pas, des actions politiques, sociales ou économiques au Burkina Faso quand même. Hein. Il faudra qu'il y ait de la volonté politique. La volonté politique manque beaucoup à nos dirigeants africains. Parce que ça saute aux yeux. Par exemple, un pays qui n'a pas d'électricité ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer sans électricité. Alors on rappelle quand même que les problèmes du secteur de l'énergie coûtent au continent 2 à 4% de son PIB chaque année. Donc effectivement, voilà, vous avez raison de le souligner. Oui, absolument. Et puis le continent a des potentialités énormes, que ce soit dans le domaine fossile et puis que ce soit dans le domaine, par exemple, de l'ensoleillement. C'est le continent le plus ensoleillé au monde. Et pourquoi on n'en profite pas? D'autres pays, par exemple, que ce soit des pays d'ailleurs où il fait excessivement froid, en profitent, alors que nous sommes ensoleillés presque 365 jours par an et on ne le fait pas. C'est anormal. Jean-Claude Moulinda-Abi, je vous ai vu acquiescer aux propos d'Amidine Kane. Tout à fait. J'ai apprécié parce que quand on voit les pays comme les pays scandinaves, où vraiment c'est là où il y a le plus grand froid, ça fait peur, ils sont parvenus à exploiter justement cette énergie qui est écologiste.
et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'ère où on doit défendre, lutter en faveur de l'écologie. Et c'est justement ces énergies renouvelables auxquelles il faut recourir. Donc nous, en Afrique, il y a tout ce qu'il faut, tout est réuni justement pour pouvoir exploiter ces énergies. C'est le moment où jamais, et d'ailleurs c'est inévitable parce que tous les pays du monde ont déjà signé en faveur de la défense, de la lutte, en faveur justement de l'écologie, et ce sont ces énergies qui peuvent vraiment apporter un appui pour conserver l'écologie. Mais paradoxalement, on voit quand même que les pays restent encore attachés aux énergies fossiles alors que ces énergies sont beaucoup trop coûteuses, alors que les énergies renouvelables, finalement, on peut y accéder à moindre coût. Donc là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que, Zahraoui, il y a le vrai problème est celui-ci. Comme les dirigeants n'ont pas anticipé, n'ont pas vu venir justement ce tournant écologique, ce tournant environnemental important qui entraîne le monde, sont restés au fond dans cette idée que les énergies fossiles qui sont autour de nous nous servent à minima, on continue comme ça. Et en même temps, il y a cette question justement des moyens qu'il faut déployer, qu'il faut mettre en place. Ils n'ont jamais pensé à cela. Et d'ailleurs, le plus curieux, c'est que là, le financement vient d'où pour cette centrale de Zagtouli? Ça vient de l'Union européenne et puis de la France. De la BAD aussi, je crois. La BAD va dans la deuxième phase, la BAD est impliquée, hein, qui vient après. Alors que le NEPAD avait prévu justement le plan énergie Afrique dans le NEPAD visait justement à cette électrification, avait bien répertorié tous ces secteurs-là, dire dans telle région de l'Afrique, il y a plus d'énergie hydraulique parce qu'il y a des cours d'eau importants, etc., qui peuvent permettre ces développements-là. Dans d'autres, avec l'ensoleillement, sauf que l'Union africaine n'avait pas dégagé les moyens pour ce faire. Pensant toujours, attendant toujours la main, ou tendant la main vers les partenaires extérieurs. Et maintenant, il y a cette accélération, et le plus curieux aussi, et j'en terminerai là, le Maroc a pris le virage très tôt, justement, en se disant, nous n'avons pas cette hydrologie qui peut nous permettre d'utiliser, mais profitons pour former notre jeunesse à la maîtrise de ces énergies solaires, à la fabrication de ces panneaux. La Tunisie d'ailleurs aussi est dans ce processus de production, de fabrication des panneaux, qui vont nous permettre justement de parvenir à notre indépendance énergétique et en même temps favoriser le développement et protéger l'environnement. Et puis à part ça, les panneaux sont fabriqués à base du sable, du silicium. Exactement. Le sable, il y en a partout dans le désert, de la Mauritanie au Soudan. Oui. De la Mauritanie au Soudan. Donc ces pays peuvent justement être des réservoirs pour la fabrication des panneaux. Et puis à part ça, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique parce que, par exemple, à l'heure actuelle, bientôt vous verrez que le Maroc va commencer à exporter son expertise à travers l'Afrique, alors qu'on aurait pu commencer en même temps. Exactement. Même avec la France, on aurait pu commencer en même temps. Donc on aurait le même niveau de développement, mais nous, on ralentit toujours les 4 fers pour essayer d'être après, pour après demander de l'aide. C'est ça qui fait que le développement de l'Afrique est tout le temps entravé par cette démarche. Donc une question de volonté politique. Merci à vous, Hamidine Kane. Messieurs, restez avec nous. On va marquer une courte pause. À tout de suite.